Bienvenue dans le débat. Il est consacré à l'affaire Epstein, alors que des millions de nouveaux documents, 2000 vidéos, 180 000 images ont été révélées par le département de la justice. Bill et Hillary Clinton ont finalement accepté de témoigner devant une commission d'enquête sous la pression des républicains. L'ancien président américain a voyagé à plusieurs reprises à bord du jet privé d'Epstein et il a été photographié de nombreuses fois en sa compagnie. Des documents montrent les liens entre Epstein et de nombreuses personnalités politiques européennes comme Peter Mandelson, figure du parti travailliste et ancien ambassadeur du Royaume-Uni à Washington, ou encore la princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, l'ancien ministre français de la Culture, Jack Lang, ou encore le conseiller du Premier ministre slovaque, Robert Fico, qui d'ailleurs a démissionné. Le New York Times a aussi évoqué parmi ces documents une quarantaine d'images non expurgées qui dévoilent le corps et les visages des victimes. Ces documents ont été retirés après que le quotidien a notifié le département de justice. Mais un juge américain va examiner demain la requête d'une centaine de victimes qui veulent en fait fermer l'accès au site gouvernemental. Alors on va revenir sur les toutes dernières révélations. Que disent-elles du réseau tentaculaire d'Epstein? Quel en est l'impact politique aux États-Unis et en Europe? Donald Trump est-il, oui ou non, fragilisé? Jusqu'où ira le scandale Epstein? On en parle avec mes invités. Steven Ekovitch est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes historien américain, professeur émérite de sciences politiques à l'Université américaine de Paris. Merci d'être là. En face de vous, Philippe Turle. Bonsoir Philippe. Bonsoir Stéphanie. Chroniqueur international à France 24, franco-britannique. Merci d'être là. James André est avec nous ce soir. Bonsoir James. Bonsoir. Grand reporter à France 24, envoyé multiples fois à Washington pour couvrir notamment les élections aux États-Unis. Et puis nous avons avec nous Christian Hanley, bonsoir, consultant en communication stratégique. Bonsoir Christian, merci d'être avec nous. On me dit que la connexion n'est pas très bonne, j'espère que vous êtes là. Je suis là. Merveilleux. Des millions de nouveaux documents, donc 2000 vidéos, je vous le disais, 180 000 images, tout cela révélé par le département de la justice américain le week-end dernier. Les époux Clinton qui acceptent finalement de témoigner devant une commission d'enquête. On fait un point en images avec Alexandra Quarini. Jusque-là, ils avaient toujours refusé de se présenter devant la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein. Bill et Hillary Clinton acceptent finalement d'être auditionnés. Annonce faite par le porte-parole de l'ancien président des États-Unis. L'ancien président et l'ancienne secrétaire d'État seront là. Ils ont hâte de créer un précédent qui s'applique pour tout le monde. Leur refus de se rendre aux précédentes convocations avait valu au couple d'être visé par une procédure d'entrave au Congrès et menacé de poursuites pouvant mener à des peines de 12 mois de prison. Bill et Hillary Clinton dénoncent une procédure aux pures motivations politiques. Le comité est composé d'une majorité de républicains, mais aussi de démocrates, qui doivent étudier la gestion de l'affaire Epstein par l'État. Parmi les millions de documents rendus publics par le ministère de la Justice, de nombreuses photos où Bill Clinton apparaît aux côtés de Jeffrey Epstein ou de jeunes femmes au visage dissimulé. L'ancien président a aussi voyagé à plusieurs reprises à bord de l'avion du New-Yorkais, mais a toujours démenti avoir eu connaissance de ces crimes et affirmé en 2019 ne pas lui avoir parlé depuis plus d'une décennie. James André, on va revenir sur le couple Clinton, mais avant ça, il faut redonner du contexte sur la manière dont ces millions de documents sont divulgués littéralement du jour au lendemain par le ministère de la Justice. C'est dans le cadre d'une loi qui avait été votée en novembre dernier, loi transpartisane qui donnait donc un mois au département de la justice américain pour sortir ces documents. Donc il y a eu 2 salves, une première salve en décembre, puis celle-ci, après c'est terminé. Est-ce que c'est vraiment encadré tout ça ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ça a été fait très vite. Ça a été très compliqué d'ailleurs pour le Department of Justice parce qu'on l'a dit, il y a plus de 3 millions de documents, 3,5 millions de documents. D'ailleurs, c'est pas complètement terminé. Il y a encore des documents Epstein. Hein. On n'est pas au bout. Et est-ce qu'on va pouvoir les sortir alors que la date limite, si je puis dire, a été dépassée ? Alors je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je vois même d'ailleurs qu'il y a une requête qui va être étudiée devant un tribunal pour enlever d'Internet tous ces documents qui viennent d'être montrés, tout simplement parce que, on l'a entendu dans le reportage, vous l'avez précisé tout à l'heure, eh bien, il y a une partie de ces documents qui ont été maltraités, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été redacted, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on n'a pas caché notamment le visage d'un certain nombre de victimes qui apparaissent
sont apparus nus dans les premières heures de la diffusion des documents. Mais tout ça paraît chaotique dans la façon dont Alors, c'est chaotique, ils ont manqué de staff, ils ont dû faire très vite, ils ont énormément camouflé les choses. C'est-à-dire, quand vous allez sur le site, vous vous rendez compte que vous avez, par exemple, comme des planches contact, hein, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que si vous allez dans les photos, vous voyez des feuilles entières avec, on va dire, je sais pas, une vingtaine de photos dessus, et vous avez des carrés noirs devant toutes les photos. Donc vous ne voyez absolument rien. Donc sur ces 3 millions de documents, il y a beaucoup de carrés noirs. Puis après, il y a beaucoup de documents qui sont tellement, on va dire, noircis qu'on ne comprend plus rien en réalité. On ne peut pas savoir qui a été envoyé, à quoi, pourquoi. Donc c'est assez compliqué de faire le tri dedans. Mais donc on a une masse de documents qui ont effectivement été envoyés pour respecter cette loi, ce qui n'a pas été le cas puisqu'ils ont été envoyés en retard, et qui ont dû être traités de manière extrêmement, dans une urgence absolue, et on voit que ça n'a pas forcément été bien fait. Oui, ça c'est vraiment un premier problème, Steven Ekovitch, non, cette façon dont ils ont divulgué en masse tous ces documents. Qu'est-ce que ça pose comme question d'un point de vue juridique ? Est-ce que c'était une volonté de la part de l'administration Trump, finalement, de noyer ce dossier sous une multitude de documents ? De toute façon, on est dans un scénario d'empilement de distractions chez Donald Trump. C'est tous les jours un autre scandale qui couvre le scandale précédent, qui tente de cacher aussi des manœuvres dans la politique étrangère. Ça, c'est le fonctionnement de la Maison-Blanche de Donald Trump. Mais ce qui apparaît plus clairement que jamais maintenant, c'est qu'il y a clairement un cercle d'hommes très riches et très puissants qui bénéficient d'une impunité pour leur comportement. Et surtout ces hommes américains, les Américains le voient, ils ne paient pas leurs impôts. Et Vous parlez de qui ? De ceux qui sont sortis dans le cadre de ce dossier ? Tout ce monde autour de Epstein, qui sont des personnes influentes et des personnes riches. Et les Américains voient aussi que ces hommes, même des hommes, dans l'ensemble, ces hommes puissants qui ont des relations très, très favorisées avec le pouvoir, ces hommes aussi ils bénéficient d'une impunité, pas seulement dans leur comportement personnel, mais ils ne paient pas d'impôts. Dans un moment où la plupart des Américains peinent à payer leur loyer, assurer les repas quotidiens, qui doivent payer maintenant de plus en plus cher leur... Donc pour vous, c'est ça qui ressort de toutes ces révélations, parce c'est ce sentiment cette impunité. Il y a aussi... il y a quelque chose comme 3/4 des Américains, donc ça traverse toute l'idéologie politique, qui veut une transparence de ce dossier. Ils veulent voir, parce qu'ils sont choqués sur plusieurs plans. Bien évidemment, sur ce plan de toute cette vulgarité qui sort. On est dans un monde maintenant, un univers où le langage vulgaire, des propos dégoûtants deviennent monnaie courante dans les familles. Donc, mais encore une fois, Donald Trump ne peut pas s'échapper, ni les républicains, parce que, encore une fois, les sondages montrent qu'il y a un soutien massif pour voir tout. Y compris au sein de son 3 millions camp. de dossiers qui restent encore. On n'a vu que la moitié. Il en reste encore 3 millions. Alors, sur ceux qui sont sortis, vous parliez justement d'impunité, Philippe Turle, je veux utiliser le fait que vous soyez franco-britannique. Le Royaume-Uni est littéralement secoué par la présence de Pete Mandelson. Alors, ce n'est pas la première fois, on l'avait déjà vu dans la première salve en décembre. Là, il a démissionné même, il va quitter son siège de la Chambre des Lords. Il a été 2 fois ministre de Tony Blair, on le connaît peut-être moins bien en France, mais c'est un poids lourd du Labour, du Parti travailliste. Donc en fait, c'est retentissant en Grande-Bretagne, c'est un peu partout dans la presse en tout cas. Alors, j'ai regardé les chaînes britanniques cet après-midi, c'est assez rare qu'on a sur toutes les chaînes unanimement la même histoire et qui va à une vitesse grand V. Ah oui, c'est étonnant. C'est-à-dire qu'il y a des révélations et tout le monde en parle et le résultat c'est qu'on dit on s'y attendait mais pas à ce point-là.
à savoir que Peter Mandelson, qui a été secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord, secrétaire d'État pour le commerce, qui a été quand même un commissionnaire de l'Union européenne, et dernièrement, qui était l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington, avant qu'il soit licencié par Keir Starmer en septembre dernier, et quelqu'un de très influent dans le monde politique britannique, très influent dans le Parti travailliste, qui était très ami avec Tony Blair, avec son successeur Gordon Brown, qui a façonné dans les années 90 la création de ce qu'on appelait à l'époque New Labour, la renaissance du Parti travailliste. Et donc, c'est le monsieur spin de ces politiques auquel tout le monde se retournait quand ils avaient besoin de conseils ou d'aide pour remonter la pente politique, pour se faire une santé politique. C'était Peter Mandelson qui était derrière en train de tirer les ficelles. Donc ça tombe sur lui, qui tombe à un tel point de trahison avec des messages qu'il a envoyés en dehors de ce qui était permis par le gouvernement britannique pour prévenir Jeffrey Epstein de certains deals qui étaient en cours de route à Bruxelles ou à Londres. Les partis politiques britanniques, pas seulement le Parti travailliste, mais tous les autres, sont très très choqués aujourd'hui, et on demande comment on peut faire pour que justice soit rendue pour les victimes de Jeffrey Epstein. Oui, Keir Starmer dit même qu'il a laissé tomber son pays, et on va le voir. En ce qui concerne les témoignages, j'ai toujours dit que toute personne détenant des informations devait être prête à les partager. Donc ça, ce sont les propos du Premier ministre britannique. Donc en état de choc, ce pays. Est-ce que ça pourrait lui coûter d'un point de vue politique? La réponse est oui, parce que la grande question qu'on se pose aujourd'hui, quelle était la façon d'interroger, d'être sûr que Peter Mandelson ne posait pas de menace lorsqu'il était dernièrement envoyé à Washington? Qui a pris cette décision en connaissance de cause, que Peter Mandelson était déjà quelqu'un d'assez compliqué, qui a eu des histoires dans le passé? Pourquoi toutes les avenues de recherche n'ont pas été épuisées avant qu'il soit nommé à Washington? Donc il y a déjà des sources dans 10 Downing Street qui disent que si, par exemple, le chef de cabinet de Keir Starmer, lui, s'en va, il est probablement certain que Keir Starmer lui-même aura beaucoup de difficultés. Et dans le Parlement, il y a certains dans le Parti travailliste qui sont très inquiets par la chute de popularité de Keir Starmer, et ils pensent qu'avec ces révélations de ce qui s'est passé pour Peter Mandelson, ça va encore aggraver une situation qui est déjà très compliquée pour le Premier ministre. Donc un impact politique très important au Royaume-Uni. Christian Henley, vous qui êtes à Washington, alors on parlait justement des époux Clinton, Bill et Hillary, qui donc ont accepté, les époux Clinton, de témoigner devant une commission d'enquête. Sous la pression des Républicains, ils ne souhaitaient pas témoigner. Finalement, on apprend aujourd'hui qu'ils vont le faire. Est-ce que ça va créer un précédent? Quel impact politique? J'espère que ça va créer un précédent. Il faut dire tout d'abord que les Clinton refusaient de participer à une enquête secrète avant. Donc, ils attendaient... pardon, il y a un écho ici. Mais ils refusaient de participer à une enquête secrète. Donc, ils attendaient l'occasion de participer à une enquête publique pour que le peuple américain puisse voir les entrevues et les débats devant la comité. Donc, j'espère que ça va créer un précédent. Comme vient de dire un des autres invités, il y a au moins 3/4 des Américains qui veulent voir le contenu de ces dossiers, de ces documents. Et il y a un sentiment parmi le public américain qu'on en a marre de ces secrètes, on a marre de ce système de justice bifurqué, si vous voulez, dans lequel les hommes extrêmement puissants et riches n'ont pas de culpabilité, qui sont libres de commettre des crimes choquants sans être responsables. Donc ça a un impact sur les Américains, j'imagine. James André, ce qui est quand même frappant, c'est ce réseau tentaculaire, un peu mondial finalement, révélé par ces documents Epstein. Comment effectivement un diplomate slovaque peut être impliqué? Alors Jack Lang, lui, il assume, il dit qu'à l'époque, donc il avait évidemment Epstein s'était présenté comme un mécène pour favoriser l'acquisition d'œuvres d'art, donc il ne pouvait pas imaginer qu'il était à la tête d'un réseau de criminalité. Les hommes, donc on a vu avec Pete Mandelson, l'ancien prince également
Andrew, puissance de réseau de Jeffrey Epstein qui est quand même difficile à imaginer. Écoutez, je pense que ce qu'il y a, c'est que d'abord, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut regarder de manière un peu séparée dans le dossier Epstein, si je puis me permettre. Bon, d'abord, il faut dire une chose, c'est que quand on regarde ces documents aussi, c'est très difficile de comprendre le vrai du faux. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'affaire Clinton, on va voir Clinton avec une femme sur les genoux, dont le visage est caché. On ne sait pas qui c'est. On le voit, par exemple, en maillot de bain dans une piscine, avec une jeune fille. On ne sait pas qui c'est. Donc, le fait est qu'aussi, on a aussi, on va dire, énormément de flou, et que The Department of Justice, qui a sorti ces documents, a mis aussi une note qui a d'ailleurs servi à la Maison-Blanche pour dédouaner Donald Trump, qui dit « Attention, ces documents sont non vérifiés, il y a des allégations, il y a des mensonges, il y a toutes sortes de choses. » Donc, on a quand même quelque chose où on est quand même en train de dire, ça va être intéressant de voir ce que les Clinton ont à dire. Et ils ont raison de le faire publiquement, parce que quelle va être la réponse de Bill Clinton? On va le voir. Oui, il a pris le Lolita Express, comme on l'a surnommé, 16 fois. Qu'est-ce qu'il est allé faire sur cette île? On va le savoir. Maintenant, si vous prenez toutes les autres choses, on se rend compte qu'Epstein, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une espèce de réseau au milieu duquel il s'est placé, un réseau d'influence. Alors comment a-t-il fait? Quand, par exemple, avec son argent notamment, mais quand Sarah Ferguson a besoin d'argent pour payer son loyer, Sarah Ferguson, Fergie, femme du prince Andrew, il lui passe $20 000. Pour lui, c'est rien du tout. Elle lui est redevable. Quand on voit l'affaire, par exemple, Mandelson, qu'a fait Mandelson avec lui sur le plan des affaires sexuelles, on n'en sait rien. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il a touché $85 000 avec son conjoint. Une fois de plus, de l'argent de poche pour Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein qui lui donne, et des années plus tard, qui va lui demander, ou le forcer, à lui donner des informations confidentielles et à le renseigner sur la stratégie à adopter. Et on se rend compte qu'il a fait ça absolument partout, qu'il a cherché à pénétrer tous les cercles de pouvoir et qu'il a réussi à le faire avec des méthodes finalement qui s'apparentent à des méthodes, je dirais, peut-être mafieuses ou proches des services de renseignement, qui consistent finalement à compromettre la personne, à lui dire « Attention, si jamais vous me dénoncez, je vous détruis. Ou si jamais vous ne me rendez pas le service que je vous demande, je vous détruis. » Et on se rend compte quand même, quand on regarde ces documents, qu'il a fait ça absolument, finalement, dans tous les milieux. De façon méthodique, alors. De façon méthodique. Ce qu'il y a de plus choquant, c'est de voir que sa personnalité ou son bagou, et c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a une interview qui est sortie, c'est Steve Bannon qui interviewe Jeffrey Epstein. Donc c'est assez étonnant, je l'ai regardé hier soir presque in extenso. C'est assez fascinant de voir que c'est un homme qui a beaucoup de bagou, mais qui finalement ne donne pas beaucoup d'informations dans cette interview, mais qui est un très beau parleur, et qui arrive à convaincre des gens finalement de rentrer dans son réseau, ou de lui parler, etc., alors qu'il a été condamné à 13 mois de prison. Mais dans le même temps, cette condamnation, et c'est là qu'il y a une notion d'impunité, elle est ridicule par rapport aux faits qui lui sont reprochés, et qu'on découvre aujourd'hui, puisque l'acte d'accusation d'origine qui a été publié, donc on sait le nombre de femmes, le système qui était en place, ceux dont il était accusé, avant d'arriver à un accord qui va suffisamment le dédouaner, entre guillemets, pour qu'il ne fasse que 13 mois de prison, aménagé de surcroît pour qu'il puisse travailler pendant une partie de ces 13 mois. Donc, on est quand même effectivement dans une affaire tentaculaire, mais je pense qu'il y a un volet, je dirais, affaire sexuelle, mais il y a aussi un volet qui est purement de l'influence et de la collecte d'informations et de la mise sous pression de personnalités qui se retrouvent finalement ces obligés et pour leur demander des services plus tard. Et finalement, il est tombé. Et alors justement, on va revenir sur ces réseaux, mais il y a aussi cette affaire terrible sexuelle. C'est un prédateur à la tête d'un réseau de proxénétisme de mineurs, Steven Ecovitch. Le New York Times donc, a évoqué, on le disait, parmi ces documents, une quarantaine d'images non expurgées où on voit les corps et les visages des victimes. Ces victimes ont mis des mois, des années à pouvoir être véritablement entendues. Demain, il y a un juge américain d'ailleurs qui va examiner de savoir si, pour justement, est-ce qu'ils vont arrêter la publication de ces photos ou pas. Ces jeunes filles, ces victimes, est-ce qu'elles peuvent être satisfaites de ce qui se passe? Déjà, ils ont commencé à s'organiser pour porter plainte ensemble. Et peut-être le fait que maintenant, leur identité a été révélée, ça empire les choses. Je crois qu'elles auront beaucoup plus de possibilités de porter plainte maintenant. Parce que c'est choquant. On voit, je crois que ce n'était pas fait sciemment, mais plutôt une question d'incompétence. Clownesque, quasiment clownesque. Qu'est-ce qui est pas clownesque dans la Maison-Blanche de Donald Trump? Donc, et aussi, tellement d'inconnus encore 3 millions de dossiers.
de documents. Il y a tellement d'inconnus que ça attise un certain trouble. Au cœur de cette affaire, il y a des troubles au cœur de cette affaire qui aussi attirent la curiosité, pas seulement les Américains, mais le monde entier. On veut savoir vraiment qu'est-ce qui est dedans. Pour les gens qui veulent voir une cabale internationale qui gère le monde, c'est du pain béni. C'est ça attise encore Oui. les réseaux complotistes, puisque finalement, ça va dans leur sens. Absolument. Et, il faut dire, d'une certaine façon, il y a une certaine crédibilité à ajouter à cette idée. Hein. Bon. Et il y a ces deux affaires, Philippe, justement, comment est-ce qu'il a pu se constituer ce réseau Epstein tentaculaire, réseau politique, industriel, avec ses hommes d'affaires, et en même temps avoir tout un réseau de proxénétisme de jeunes filles. Tout ça étant mélangé, sauf que manifestement un réseau dit qu'il n'était pas au courant de l'existence d'un autre réseau. Enfin, c'est quand même une personnalité étonnante, ce Jeffrey Epstein. Vous avez en face de vous, je pense qu'il faut le dire, comme un gourou dans un secte qui a su orchestrer, utiliser les gens, un grand séducteur qui est quand même riche, qui il était est soutenu plutôt par des hommes charmant, d'affaires au départ, qui est d'ailleurs. plutôt beau gars et qui séduit les gens qui ont envie d'être son ami. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans cette espèce de toile d'araignée et là, on ne peut plus s'en sortir. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour, je pense, le prince Andrew, l'ex-prince Andrew Il est à la britannique. tête d'un système, en fait. Voilà, on peut c'est dire, tout un véritable système qui a été créé par lui et on voit l'emprise que Jeffrey Epstein avait sur toutes ses victimes, que ce soit les jeunes filles. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie de demander que justice soit rendue pour toutes ces femmes auxquelles on pense, mais aussi pour tous les autres qui ont été pris dans ces pièges d'argent. Quand je lis aujourd'hui, par exemple, les informations sur la duchesse de York, la femme de l'ex-prince Andrew, qui est rentrée dans le système Epstein parce qu'elle était malheureuse, elle était seule, et elle parlait de Jeffrey Epstein comme si c'était le frère qu'elle n'avait jamais eu. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Vous m'avez envoyé de l'argent parce que j'aurais besoin d'argent pour payer mon loyer. Lui, il était très sympathique à son égard, mais dès que il était en train de parler de Sarah Ferguson, derrière le dos de Sarah Ferguson, il était beaucoup moins complémentaire à son égard. Et pareil qu'à un moment, elle a voulu mettre fin à cette amitié avec lui parce qu'elle s'est rendue compte que c'était pas quelqu'un de net. Donc, elle a envoyé un mail pour dire « je mets fin à tout ça ». Elle a reçu un coup de fil. Alors là, je cite plusieurs sources en Grande-Bretagne qui disaient qu'elle avait reçu elle-même un coup de fil de quelqu'un qui avait la voix de Hannibal Lecter dans Silence des agneaux, qui lui a dit « si vous revenez pas sur ce que vous avez décidé de faire, eh ben vous allez voir, parce que moi j'ai le pouvoir de vous détruire, vous et votre famille également. » Et donc, à partir de ce moment-là, elle renvoie un mail pour dire « ah ben tout va très bien, vous êtes un grand ami, j'aimerais toujours être votre ami. » Donc, il avait ce pouvoir, Jeffrey Epstein. Il avait ce pouvoir sur les gens. Et donc, il y avait aussi, une fois qu'on rentre dans cette toile d'araignée, on est assujetti à ce qu'il lui veut et il crée un sentiment de peur pour beaucoup de monde. On ne peut plus s'en sortir. Et on a vu ça avec les filles, quand on lit dans les documents, comment ces filles ont été menacées de mort, leur famille aussi. Vous devez faire ce que je fais. Si vous dites la moindre chose, eh ben c'est terminé pour vous. Et c'est comme ça que ce système a réussi à perdurer pendant autant d'années. Christian Hanley, quel est l'impact politique? Parce que Donald Trump est cité, j'imagine, un certain nombre de fois dans ces documents, mais il n'y a pas d'impact pour l'instant sur Trump, ou est-ce qu'il y a un impact peut-être sur son électorat? Quel est l'impact politique du côté Trump? Oui, donc... attendez, il y a un écho. Encore une fois, je vais couper le son pour l'instant. Pour la coalition de Trump, ce qui est intéressant, c'est que surtout depuis Covid, surtout depuis la pandémie et l'élection de 2020, Donald Trump, enfin sa coalition, une grande partie de sa coalition était vraiment une sorte de secte, si vous voulez, QAnon. Donc un secte basé sur des théories de complot qui imaginait exactement ce monde dégueulasse, encloîtré de Jeffrey Epstein, qu'on vient de voir avec ses documents. Et donc là maintenant, on a ces gens qui suivaient jusqu'à maintenant Donald Trump,
qui soutenait Donald Trump et qui là aujourd'hui doit faire face à la réalité que Donald Trump faisait partie de ce monde dont on parlait dans ces théories de complot de QAnon. Je ne sais pas si ça va créer de l'espace entre ceux qui suivent toujours le président et le président lui-même. J'espère que lui, bien sûr, mais c'est pas certain. Déjà, Donald Trump, c'est un président extrêmement qui n'est pas du tout populaire aujourd'hui. Mais si ça va créer un peu de distance entre ceux qui le soutenaient jusqu'au présent ou pas, on ne sait pas encore. Mais typiquement, ça serait le cas, bien sûr. Mais ça fait 10 ans qu'on vit dans l'époque de Donald Trump et qu'on voit sa vie politique. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'indication que les lois, les règles typiques de la politique ont un effet sur sa carrière. Oui, et puis sur son électorat, mais c'est intéressant quand même d'y revenir, James André. C'est QAnon dont parle Christian Hanley. Hein. C'est vraiment le réseau complotiste. Donc ils ont voté Donald Trump pour la plupart. Ils pensent qu'il y a un monde de puissants pédophiles. Donc bien sûr, ça correspond, toute cette affaire Epstein correspond à cette croyance du réseau QAnon. Mais est-ce que ça va les conforter en se disant, ben voilà, c'est le cas, est-ce qu'ils vont continuer à voter Donald Trump, ou au contraire se dire que Donald Trump fait partie de tout ce monde Epstein et donc finalement s'en écarter? Écoutez, je ne sais pas. Ce que je pense, c'est que quand on prend cette clientèle-là de Donald Trump, je pense que c'est pas celle-là pour laquelle il s'inquiète d'ailleurs. C'est-à-dire que le travail qui est fait, en fait, si vous regardez la manière dont ces documents sont sortis et ce qu'on arrive à en trouver quand on regarde le site du Department of Justice, c'est une masterclass en noyage de poisson. Hein, c'est-à-dire que Donald Trump lui-même, par rapport à ces documents, il fait campagne en disant « Moi, j'ai quelque chose sur les démocrates, vous allez voir ce que vous allez voir. Quand les dossiers Epstein vont sortir, ça va être terrible. » Donc, pendant toute la campagne, il dit « Je vais les sortir et ce sera la fin des démocrates. » Ensuite, il est élu. Ensuite, il dit « Bah non, mais finalement, je ne vais pas la sortir. » Ensuite, il dit « Je vais les sortir. » Puis plus. Il a rétropédalé maintes fois. On a ces documents qui sont honnêtement quasi inexploitables. C'est-à-dire, très franchement, vous avez quelques documents qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. Chaque fois, on a des nouveaux noms qui sortent. Donc, vous avez une masse quand même, mais énorme de documents. Alors moi, j'ai tapé Trump. Alors Trump, vous retrouvez par exemple un acte d'accusation qui avait été rédigé sur une femme d'ailleurs qui avait co-accusé Epstein et Trump de l'avoir violée alors qu'elle avait 13 ans. L'affaire est classée sans suite une première fois, puis classée sans suite une deuxième fois. Les poursuites s'arrêtent et vous avez tout le document qui est là. Soit. Bon, ça a été classé sans suite. Si vous êtes un supporter de Donald Trump, vous allez vous dire, eh ben voilà, c'est classé sans suite, c'est bien qu'il n'y avait rien. Si vous êtes, à l'inverse, un anti-Trump, vous allez dire, eh bien, voyez bien, c'est un pédophile. Vous ne pouvez pas, en fait, vous pouvez rien en tirer. Si vous regardez que l'affaire Clinton, ça va être passionnant de suivre je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais cette comment s'appelle, cette séance de questions, cette commission d'enquête. Parce que quand vous regardez les documents qu'on a jusqu'ici, il n'y a rien qui incrimine complètement. There's no smoking gun, comme on dit aux États-Unis. Et de la même chose, et c'est la même chose pour Trump. Il n'y a pas. S'il y avait quoi que ce soit, vous pensez bien que vu le nombre de personnes qui se sont saisies de ces documents, qui ont fait des recherches qui leur convenaient parce qu'ils ont une ou l'autre obsession, sans parler des QAnon et des autres, ce serait sorti. Pour l'instant. Alors, c'est tout récent. Est-ce que le département fait de la rétention d'informations? Alors, soit il y a un travail très intelligent qui consiste effectivement à, comme je dis, noyer le poisson. Il y a même une chose. Tout d'un coup, on a ces documents, ces photos qui ne sont pas cachées. Le travail n'a pas été fait. Bon, là, il y a des femmes qui attaquent en disant « On m'a vu toute nue, on a vu mon visage, et donc ma vie va être abîmée par cette situation. J'exige la fermeture du site Internet. » Donc quoi? On fait redisparaître tous les documents? Donc si on fait redisparaître tous les documents, eh bien, ça arrange finalement tout le monde. Et j'ajouterai une autre chose, c'est que on a quoi finalement? On a des hommes riches, et des femmes d'ailleurs, riches et puissants, qui sont mis en cause, qui n'ont pas intérêt à ce que ces documents sortent. Donc vous avez quand même l'élite mondiale qui n'a pas intérêt, alors tous ceux qui ont été en contact avec Jeffrey Epstein, de près ou de loin, des gens comme, prenez par exemple Bill Gates qui dit oui, je l'ai rencontré, il a voulu faire de la philanthropie avec moi. On retrouve un brouillon de mail, parce qu'il s'agit d'un brouillon de mail où effectivement Epstein évoque le fait qu'il aurait aidé à traiter potentiellement une MST qu'il aurait attrapée lors d'une réaction dans une relation extramaritale. Une fois de plus, je rappelle que le département de justice dit il y a des on-dit, il y a des racontars, il y a des choses qui ne sont pas vraies. C'est un brouillon, elle n'a même pas été envoyée. Lui dit non, moi je l'ai rencontré, j'ai commis une erreur.
Et alors, on fait quoi avec ça? Qu'est-ce Oui. qu'on fait avec ça? Mais C'est là justement, la question que je me pose, moi, avec les documents est-ce que Epstein. c'est à dessein que le département de la justice, qui est quand même dominé par Trump, hein, c'est son département, c'est son administration, est-ce que c'est à dessein que ça soit aussi chaotique, qu'il y ait une partie, donc il reste encore 1 million, il y en a plusieurs millions qui sont sortis, et que ça soit finalement assez inexploitable, tout ça? Mais le fait même que c'est plutôt inexploitable, c'est en soi un scandale. Ça ne fait qu'entretenir le doute, le scandale. Et de toute façon, il y aura un prix politique à payer. Pas tout de suite. Hein? Mais n'oublions pas que Trump... Le prix politique, quel sera-t-il, à votre avis? C'est les élections de midterm, hein, en novembre prochain. Mais qui va le payer? Toute l'élite politique, démocrate et républicain confondus, parce que c'est l'élite corrompue, l'élite, justement, ce Gotha qui s'entretient, qui est corrompu, contre, justement, les électeurs? En premier lieu, ça serait les élus du Parti républicain. Les sondages montrent que Donald Trump et les républicains vont dans le mur. Oui, mais ça, c'est pas lié à l'affaire Epstein. Oui, mais c'est une accumulation de scandales. Donc, et le scandale Epstein n'aide pas. Et encore une fois, ça va faire qu'entretenir le doute sur ce monde. Donc, Donald Trump, pour l'instant, il va payer lors des élections en novembre. Si on peut extrapoler à partir d'aujourd'hui, et c'est très vraisemblable, les démocrates vont rafler une grande majorité à la Chambre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont monter des enquêtes de impeachment ou d'autres enquêtes pour essayer de trouver d'autres documents, d'autres scandales. Et il y a juste 2 mois, on disait que les républicains allaient sûrement retenir le Sénat. Maintenant, j'ai vu ce matin que vraisemblablement, les démocrates peuvent aussi reprendre le Sénat. Donc, c'est grave sur le plan politique. Ce qui est encore plus grave, c'est que Donald Trump sait qu'il va perdre. Qu'est-ce qu'il va faire pour tenter de contrecarrer une perte en vue qui est assurée? Et cette affaire Epstein, vous êtes d'accord, Philippe, que ça participe justement à la non-popularité, enfin à la baisse de la popularité de Trump? Je pense que, d'après ce qu'on a vu, Donald Trump... Comme il y a à côté tous pourris, tous les politiques pourris, est-ce que c'est pas contre tous les politiques? Je pense que Trump, il vit dans une anxiété, si je puis m'exprimer ainsi, sur le fait qu'un jour ou l'autre, ça va rebondir contre lui, l'affaire Epstein. On l'a vu tous les jours, il enchaîne avec quelque chose de nouveau. On n'a pas le temps de digérer l'histoire de la journée. Il y a une nouvelle histoire qui vient le lendemain. Mais sur le fond, personne, à part Ghislaine Maxwell, a été condamné dans l'affaire Maxwell. Elle est en prison, hein? Oui, en prison, mais personne n'a été condamné dans l'affaire Epstein. On a 3 millions de documents qui viennent de sortir. J'ai entendu le correspondant de la BBC aujourd'hui à Washington qui disait si on mettait tous les documents les uns sur les autres, ça serait plus haut que 2 fois le tour Eiffel à Paris. Et donc, comment ça se fait qu'avec tous ces documents, il n'y a pas une personne qui soit condamnée pour les agissements avec Jeffrey Epstein? Donc, c'est une bombe à retardement. Je pense que Donald Trump pense que ça peut être une bombe à retardement. C'est pour ça qu'il enchaîne tout le temps des mesures supplémentaires pour essayer de cacher cette histoire qui le gêne. Et que ce soit avec le Venezuela, que ce soit avec ICE, que ce soit avec l'Iran. Vous pensez qu'il fait diversion avec cette politique étrangère? Il y a diversion à longueur de temps. On enchaîne, on n'a pas le temps de digérer quelque chose avant que la chose suivante arrive. Donc c'est plus profond que ce qui vient de sortir. Je pense. Il y a d'autres choses. Ah oui, ça, je suis convaincu qu'il y a autre chose qui va sortir. Et Donald Trump n'est pas complètement sorti de l'affaire en disant que j'ai absolument rien fait, parce que ça se voit déjà dans les documents qui sont sortis, qui sont pas validés, mais qu'il est quand même jusqu'à là avec Epstein dans beaucoup de salles d'histoire qui sont très embarrassantes pour lui. Christian Hanley. Déjà, son nom est cité plusieurs dizaines de fois. Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas de conséquences. Oui, c'est trop tôt pour l'instant. Donc, mais c'est un bon retardement, comme vous venez de bien dire, parce que le prix, en premier lieu, ne va pas être payé sur le plan juridique, mais plutôt politique. Oui, sur le plan politique. Vous êtes d'accord, Christian Hanley, ça pourrait coûter cher à Trump, à un moment donné, ce scandale Epstein? Et complètement. Même avant ce scandale, on a eu une série de scandales. Et franchement, on a un pays, des acteurs qui sont extrêmement fatigués. Même avant ces documents, que ce soit des électeurs démocrates, républicains, indépendants ou même des électeurs qui ne sont pas forcément très engagés, c'est un pays extrêmement fatigué en ce moment. Et donc de voir
cette réalité dégueulasse dans laquelle on a Donald Trump entouré d'autres gens extrêmement élités, riches et puissants qui n'ont jamais eu de conséquences légales, il y aura forcément des conséquences politiques. Ce qui fait peur, c'est la réaction potentielle de Donald Trump s'il y a des pertes pour le Parti républicain dans les midterms d'ici quelques mois. C'est-à-dire si les républicains perdent la Chambre des représentants, quelle sera la réaction de Donald Trump dans le branche exécutif de notre gouvernement. On a vu le 6 janvier, il y a 4 ans, quelle sera sa réaction à une autre perte électorale en novembre. Mais vous pensez que les élections vont avoir lieu, Christian Henley? Oui, forcément, il y aura des élections. Il n'y a pas de question là-dessus. C'est la réaction du président qui n'est pas certaine. Mais le fait qu'il y aura des élections et la date des élections, ça, c'est sûr. Un mot, James André, là-dessus, justement. C'est vrai qu'on entend beaucoup dire que Donald Trump irait jusqu'à faire en sorte que les élections n'aient pas lieu, soit en déclarant l'état d'urgence, soit en utilisant une autre manipulation politique. Pendant la guerre civile, on a des élections. Je m'excuse, mais même pendant la guerre civile américaine, on a des élections. Non, je pense qu'on aura des élections. Je pense par contre que c'est très difficile de quantifier l'impact de ces élections. D'abord, c'est pas tout de suite, il faut bien le voir. Il faut voir qu'effectivement, je suis d'accord, Donald Trump est fébrile. Il est en train de faire des tonnes de choses complètement dingues, en fait, quand vous regardez. Et c'est amusant parce qu'elles sont en train de passer inaperçues. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il a déposé plainte contre le fisc, the IRS, donc l'Internal Revenue Service, l'équivalent de notre impôt sur le revenu. Il leur demande 10 milliards de dollars de dommages et intérêts pour avoir divulgué ces déclarations d'impôts lors de son premier mandat, parce qu'on leur a demandé de le faire et qu'ils ont accepté de le faire. Ça, typiquement, c'est passé inaperçu. Alors que c'est quand même dingue. Vous imaginez le président des États-Unis qui attaque son propre service des impôts du pays. Et aujourd'hui, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était encore un truc à coups de milliards de dollars réclamés pour des histoires. Vous êtes en train de dire, mais... Donc, il est en train d'essayer d'allumer un contre-feu, ça se voit, mais on en est encore loin. Et après, le problème, c'est que Donald Trump a tellement tordu les aiguilles de la politique américaine. Si vous prenez l'affaire Stormy Daniels, elle est quand même extraordinaire. Stormy Daniels, il est donc condamné, non pas d'ailleurs pour avoir il a été condamné dans cette affaire. Il a été condamné pour, et donc il n'a jamais exécuté sa peine, mais pour la manière dont, en comptabilité, comment ils ont passé le paiement pour qu'elle se taise. Bon, donc il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit passé. Les Américains n'ont pas bronché. Donc mais c'est pour ça qu'on se pose la question sur l'affaire Epstein. La question, c'est quelle va être... Parce que je suis d'accord avec vous, c'est vrai que c'est à très haut risque. C'est à très haut risque, mais c'est pas maintenant. Pour l'instant, attention, vous avez quand même une large majorité, par exemple, des républicains, on a 2 morts à Minneapolis, qui soutiennent encore ces politiques d'immigration. Il est plus populaire aujourd'hui dans les sondages que ne l'était Joe Biden à la même époque, qui finalement, comme dit, il ne fatiguait pas à ce point-là tout le monde. Il a chuté. Il a chuté, il est autour de 39. Mais c'est plus que Joe Biden. Bon, Joe Biden n'a pas gagné. Mais la question, c'est comment ça va sortir. Est-ce qu'il y a des noms qui vont sortir? D'autres noms, alors. Bah oui, il y a 3 millions de documents. Est-ce que là, tout d'un coup, on va commencer à voir apparaître des responsables démocrates dont on n'a pas entendu parler jusqu'à maintenant? Est-ce que les choses ont été, entre guillemets, préparées? Allez savoir ce qui peut se passer d'ici les midterms, malgré tout. Donc moi, je ne serais pas aussi catégorique sur « c'est bon, il va perdre à moins qu'il triche ». Politiquement, ce genre d'histoire, c'est une bombe, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un jeu qui consiste à jouer la montre. Il faut se souvenir que si tout ça sort dans 10 ans, c'est fini pour Trump, ça n'aura plus d'impact. La question, c'est comment il va jouer cette communication de crise aujourd'hui? C'est la question. C'est ça. De toute façon, encore une fois, il veut mettre ça. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de mise en cause, justement. En espérant qu'il y aura quelque chose, donc il peut en profiter pour s'esquiver tous ces problèmes. Donc, de toute façon, encore une fois, Donald Trump est dans un pétrin politique, électoral. 35%, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais Joe Biden, ça, c'était le score de Trump. Joe Biden, il est à 39. Hein. Oui, comme vous avez dit, Biden n'a pas gagné. Il a perdu ensuite. Il a perdu les élections de midterm. Donc, non, mais on pourrait d'ailleurs, c'est un grand classique de perdre les élections de midterm. En général, vous les perdez souvent à mi-mandat. Ce qui est certain, c'est que les classeurs Epstein ne vont pas disparaître.
Oui. Tout dépend de comment c'est géré d'ici là. Donald Trump a toujours la même façon de réagir, c'est de répéter la même chose à longueur de temps. Je ne suis pour rien, je ne connaissais pas Epstein très bien, j'ai coupé les ponts avec lui au milieu des années 2000, même avant 2000, et donc circuler, il n'y a rien à voir. Et il sait que plus qu'il répète la même chose à longueur de temps, plus que les gens vont finir par le croire. C'est le méthode Trump. Je répète, il n'y a pas de preuve, c'est pas grave, mais je répète la même chose et les gens vont finir par croire ce que je dis. C'est exactement ce qu'il fait pour les papiers Epstein, dans l'espoir que ça va peut-être disparaître, ou lui, il sera dédouané de toute responsabilité vis-à-vis d'Epstein. On verra bien si ça marche d'ici les midterms, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il a quand même des soucis à se faire. Oui, à mot de conclusion, Christian Hanley, il a des soucis à se faire. Donald Trump, vous pensez, avec cette affaire Epstein ? Bien sûr, je crois que Donald Trump, même s'il n'était pas un homme politique au sens traditionnel, il comprend, en tant que adman ou businessman new-yorkais, il comprend le monde des relations publiques. Donc, il est capable de sentir le changement de sentiment public. Et c'est pour ça, je crois qu'il invente d'autres scandales pour faire des diversions autour de ce dossier Epstein. Mais on verra bien sûr, mais comme vous venez de dire, typiquement, c'est traditionnellement, je veux dire, le parti du président perd pendant les midterms à mi-terme. Donc, ça reste à voir, mais je crois que Donald Trump est en danger politique. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette affaire Epstein, toutes ces dernières révélations. Merci beaucoup Christian Hanley d'avoir été avec nous en direct de Washington, James André, Philippe Turle. Merci beaucoup Steven Ekovitch et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et je vous dis à demain.